On a tout le monde, tous participants, donc moins un, 2, 3 pour moi. Allez, on se dépêche, mademoiselle, je vous laisse vous connecter 30 secondes, je vous laisse 30 secondes pour vous connecter, Estelle. D'accord, bah donc on va continuer, on va commencer, Estelle. Hop, merci de m'avoir prévenu. On y va? Allez, c'est parti. Non, c'est pas noté, non, non, j'ai dit, hein, les quiz qui sont faits pendant les cours ne sont pas notés. C'est ceux que. Bravo! Bravo pour. D'accord, pas de souci. Ça marche, Estelle. Bravo pour votre réponse. Ici, en fait, ça me permet de définir ce qu'est une donnée personnelle. Une donnée personnelle, quand on parle de protéger nos données personnelles, évidemment, on parle dans l'univers numérique, hein, et dans l'univers de la digitalisation. Ici, une donnée personnelle qui est protégée au sens du RGPD, hein, au sens du Règlement général de protection des données, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, par votre RIB, évidemment qu'on va pouvoir remonter jusqu'à la personne. Par votre numéro étudiant, pareil, on va pouvoir remonter jusqu'à l'identification de la personne. Le numéro de sécurité sociale, idem, on va pouvoir remonter jusqu'à l'identification de la personne, alors que la couleur de la voiture pris seule, ça n'est pas une donnée à caractère personnel, puisqu'elle ne permet pas l'identification de la personne. Bravo à tous, vous aviez tous bon. Mais Françoise a été la plus rapide. Alors effectivement, le RGPD est un règlement européen, alors qui est applicable depuis mai 2018, d'accord, donc pas 2015. Ça n'est pas une disposition légale française, même s'il a été transposé bien sûr en droit français, mais à l'origine, ça n'est pas une disposition. Et ça n'est pas une directive de la CNIL, la CNIL étant l'organisme français qui s'occupe justement, d'accord, d'éventuellement aller sanctionner les personnes ou les organismes ou les collecteurs qui ne respecteraient pas les règles du RGPD. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Voilà, je vous l'ai dit ce matin. Hein. Ah, donc je vous avais dit ce matin hein, que le RGPD et l'Union européenne s'étaient mis d'accord sur ce qu'on appelle la majorité numérique.
sur un âge à peu près à 16 ans. Malgré tout, les différents États ont décidé de se laisser une marge de manœuvre, une marge d'appréciation en fonction de chaque État, qui pouvait aller entre 13 et 16 ans. Donc ne pas descendre entre 13 ans et ne pas aller au-delà de 16 ans. La France a décidé, elle, de ne pas partir sur la base des 16 ans, mais plutôt d'abaisser la majorité numérique à 15 ans. La majorité numérique, c'est celle qui permet à donc un adolescent de pouvoir s'inscrire sur un site internet ou sur un réseau social à partir d'un certain âge sans le consentement de ses parents. Ici, donc, c'est pour 15 ans, un jeune de 16 ans peut s'inscrire sur un réseau social sans avoir le consentement de ses parents, alors qu'un jeune de 14 ans ne pourra pas s'inscrire. Alors, il trouvera certainement d'autres moyens détournés pour s'inscrire, mais en tout cas, il est dans l'illégalité. Aujourd'hui, ce n'est pas sanctionné. Il n'y a pas de sanction si jamais j'ai détourné volontairement le système. Un jour, peut-être, il y en aura une. Mais en tout cas, aujourd'hui, a priori, par principe, un jeune de 14 ans ne peut pas s'inscrire seul sur un site internet ou sur un réseau social. Exactement, c'est le droit à la portabilité. On peut imaginer ça de la façon suivante. Oui, voilà, c'est comme dans les mutuelles, effectivement. Les données qui sont recueillies par la mutuelle peuvent être transmises à une autre mutuelle et doivent être transmises à une autre mutuelle dans un format qui permette leur exploitation par la mutuelle qui va reprendre vos données. Effectivement, vous avez tout à fait raison, Françoise. J'allais vous prendre un exemple qui vous cible un peu plus. C'est-à-dire que si demain vous avez un système informatique qui vous permet de recueillir les données de vos patients en tant que diététicienne et que ce patient décide de changer de diététicienne parce qu'il déménage ou pour X raison, et qu'il vous demande que ces données soient transmises à sa nouvelle diététicienne, vous devrez faire droit à sa demande. C'est le fameux droit à la portabilité. Alors oui, on est à 20 millions maximum. Alors je vais vous mettre un petit bémol, c'est où. Il y a deux façons de calculer. Soit on décide qu'on est sur cette amende maximum et forfaitaire qui est donc de 20 millions au maximum. Ou bien, deuxième façon d'aborder les choses, c'est 4% du chiffre d'affaires que l'entreprise réalise. D'accord. Il y a deux systèmes, deux possibilités. Soit on est sur cette amende forfaitaire, donc ici qui est au maximum de 20 millions, ou bien on peut infliger l'amende en fonction du chiffre d'affaires que l'entreprise réalise. Et là, on va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires réalisé. Pour information,
très rapidement. Google a fait un chiffre d'affaires de 46 milliards d'euros. Donc, vous imaginez que l'amende peut être relativement important. Apple a fait un chiffre d'affaires à peu près similaire, enfin non, un peu plus important, qui est de 62-63 milliards d'euros. Donc le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. Hein. Vous voyez que si on taxe à 4%, ça peut piquer. Hein. Ah, Françoise a perdu son leadership. Alors effectivement, tous les iPhones possèdent une adresse IP. Une adresse IP, c'est ce qui permet l'identification précise du poste vers lequel la connexion, le transfert de données, l'envoi du mail a été fait. Et on connaissait, alors peut-être que vous ne connaissiez pas, mais je pense que si, on savait que les ordinateurs avaient une adresse IP, donc qui leur était propre. Donc aujourd'hui, si j'envoie un mail de cet ordinateur-là, on peut retracer l'adresse IP de mon ordinateur et revenir jusqu'à moi. D'accord. Après, quant à l'utilisateur, ça reste là potentiellement une autre personne que moi-même, mais en tout cas, on sait où se situe l'ordinateur. Et votre smartphone qui permet aussi la navigation via directement des applications ou via des moteurs de recherche ou des navigateurs, possède lui aussi une adresse IP. En plus, il possède une puce de géolocalisation, ce qui va permettre d'exactement savoir de quel téléphone et de quel endroit a été envoyée ou transmise une information numérique. Alors oui, les entreprises qui collectent des données doivent obligatoirement nommer un délégué à la protection des données. Son rôle va être de mettre en œuvre toutes les obligations qui découlent du RGPD, mais aussi de former les collaborateurs éventuellement qui utilisent des données, de répondre aux internautes ou aux personnes qui auraient transmis des données afin de leur indiquer comment récupérer leurs données, comment effacer leurs données, etc. Donc ça va être vraiment la personne centrale. Alors dans des grosses entreprises, on va avoir vraiment une personne qui va être dédiée à ce métier, à ce nouveau métier, à cette nouvelle obligation. Dans les toutes petites entreprises, dans les moyennes entreprises, on peut externaliser aussi cette fonction, c'est-à-dire nommer quelqu'un d'extérieur pour qu'il s'occupe de la gestion de nos données et de nos obligations liées au RGPD. Et dans les toutes petites entreprises, ce sera le chef d'entreprise. Et vous, demain, si vous êtes diététicienne et que vous collectez des données, vous vous nommerez automatiquement délégué à la protection des données et vous en assurez donc la responsabilité quant à la sauvegarde, quant à la sécurité, etc. etc. Alors en anglais, il s'appelle le DPO, c'est le Data Protector Officer. Vous le verrez peut-être dans des documents, mais la traduction en français, donc, c'est ce fameux délégué à la protection des données. Bon, je vous en avais parlé ce matin, je m'étais même c'est vrai que ce matin, je me suis trompé sur les chiffres, je vous ai parlé de 20 millions, je crois, ou 2 millions.
Je n'ai pas donné le chiffre exact. J'avais plus le chiffre en tête, mais effectivement, en décembre dernier, Google a écopé d'une amende de 100 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on est au-delà euh, des 20 millions maximum, mais on s'est basé ici sur leur chiffre d'affaires et on a été chercher voilà, un pourcentage du chiffre d'affaires avec un maximum de 4%. Tout simplement parce qu'ils déposaient des cookies publicitaires sur les ordinateurs des utilisateurs sans avoir recueilli préalablement leur consentement. Et c'est une obligation, c'est l'information ici qui est un droit du côté de l'utilisateur et qui est un devoir du côté du collecteur d'informations ou de la personne qui tend à manipuler les données. Ici, Google déposait des cookies sans en avoir informé les utilisateurs sur leur ordinateur, ce qui permettait après, quand il y avait une autre navigation, de privilégier certains sites ou d'envoyer directement de la pub sur l'ordinateur. Effectivement, c'est ce droit d'opposition qui me permet de dire, voilà, je refuse que vous conserviez les données que je vous transmets pour X ou X raisons. C'est-à-dire que je m'inscris sur le site de la FNAC, je fais une commande, je peux tout à fait m'opposer à ce que les données soient conservées ou bien qu'elles soient transmises ou utilisées à des fins commerciales sans mon accord. C'est le droit d'opposition. Le droit à l'information, c'est d'être informé que des données sont collectées et qu'elles sont utilisées. Le droit à l'oubli, c'est quand j'ai donné, quand j'ai transmis des informations, avoir le droit à ce que ces informations soient effacées totalement euh, des serveurs du site sur lequel j'ai transmis ces informations. En sachant que normalement, chaque personne qui collecte des informations doit informer l'utilisateur du processus mettant en œuvre le droit à l'oubli. C'est-à-dire comment faire pour que mes données soient effacées de vos sites, etc. Bon, envoyer un mail, remplir un questionnaire, remplir un formulaire, enfin peu importe, mais normalement on doit être informé de ce droit et de comment mettre en œuvre ce droit, du processus permettant la mise en œuvre de ce droit. Donc, cette obligation générale de sécurité dont on parlait déjà ce matin et cette obligation de confidentialité, bien sûr, pèse sur toutes les entreprises européennes et même sur les entreprises étrangères, mais qui ont une activité sur le territoire européen, d'accord, pour toutes les entreprises qui collectent des données. Alors, autant des données directement par Internet ou des données qui seront mises dans un ordinateur relatives, par exemple, à des salariés. Bon. Donc ça, c'est pour toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Demain, si vous avez votre propre cabinet de diététicienne et que vous collectez des données, vous allez être obligé d'en assurer la sécurité, d'en assurer la confidentialité. Bien sûr, ça pèse sur toutes les entreprises, non, et pas que sur les entreprises françaises, puisque le RGPD est un règlement européen, et pas que sur les GAFA, que sont Google, Amazon, Facebook et Apple. Voilà, je pense que c'était la dernière question. Alors, Yannick, bravo, 8 réponses sur 10, c'est plutôt pas mal.
Lucie, bravo. Et Françoise n'a pas voulu rester derrière. Bravo à Cécile aussi. Et IDE, alors je ne sais pas qui est IDE, mais bravo à vous aussi. Pour la cinquième passe, bravo encore Françoise. Hop, on va juste regarder un peu le classement pour tout le monde. Alors, Lorraine et Rayad, je crois que vous êtes meilleurs en comptabilité qu'en RGPD. Hein. Je... Hop, un petit peu. J'ai remarqué, Rayad. J'ai remarqué. Ok, alors je voulais qu'on continue un petit peu sur la problématique de la digitalisation dont on a déjà un petit peu parlé ce matin et je voulais d'abord vous parler, vous conforter dans mon idée hein, que ce matin on avait discuté de la grande distribution et notamment du rapport de force et du rapport qu'entretiennent Carrefour avec le digital. Carrefour a réussi sa digitalisation. Aujourd'hui, Carrefour fait pratiquement plus de 10% de son chiffre d'affaires via des processus de digitalisation, soit de commande directe, soit de drive ou de choses comme ça. Alors qu'Auchan ne fait que 3% de son chiffre d'affaires via des processus de digitalisation. Et je vous avais dit, voilà, Auchan avait raté le train de la digitalisation, s'en est aperçu avec l'environnement actuel pratiquement d'une obligation de digitalisation. Et je vous conforte mon idée dans ce que je vais vous montrer. Alors, je vais faire. Voilà, Carrefour vient de passer un accord, enfin, a passé un accord il y a déjà un petit moment avec Google. Donc, vous imaginez la puissance qu'a Google. Et aujourd'hui, Carrefour vient de passer un accord avec Google pour que d'ici quelques temps, voilà, votre Google Home, si vous en possédez une, puisse être directement interfacée avec les magasins et que vous puissiez pratiquement faire vos courses avec votre Google. Vous allez dire à votre Google, bah voilà, commande-moi tel article, tel article, tel article. Votre Google va répondre, OK, c'est envoyé au magasin, vous pouvez passer chercher le tout dans une heure au drive. Et on a encore ici de la digitalisation qui est mise en plus avec ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui se développe de plus en plus et on va la retrouver dans de nombreuses choses. L'open data, le fait d'avoir beaucoup de données disponibles, vont permettre aussi à ces intelligences artificielles qui arrivent sur le marché de pouvoir progresser et de pouvoir avoir un niveau d'interaction encore plus élevé. Et à ce propos, je voulais vous parler d'un autre domaine où la digitalisation et le numérique fait son apparition. On va juste quand même regarder la deuxième partie des choses ici. Google va mettre sa force au service de Carrefour, mais va demander aussi à Carrefour que tous les employés de Carrefour utilisent les moyens de Google pour travailler, et notamment ces moyens qu'on utilise nous déjà là, hein, puisque Meet fait partie de Google, mais quand on a utilisé des moyens interactifs tels que le Drive, etc., ce sont tous des outils de Google, des outils collaboratifs, alors, qui accentuent encore plus notre phénomène de digitalisation, non pas ici d'un point de vue commercial, mais d'un point de vue purement du travail, de la production. Et on voit ici que l'innovation, la technologie de deux entreprises
vont venir se compléter, s'allier, et que chacun, c'est pour ça qu'on parle d'une alliance ici gagnant-gagnant. Carrefour va profiter effectivement des services des assistants vocaux de Google, et Google va mettre, va pénétrer le système de travail de Carrefour en obligeant Carrefour à utiliser toute la Google Suite qui est composée de tous les Drive, les Meet, les Google Agenda, etc., etc. Et ici, on a deux géants qui vont s'associer et, à mon avis, ça risque de payer. Chose aussi dont je voulais vous parler, c'est l'interaction euh, du numérique globalement, hein. L'interaction, parce que quand on pense digitalisation, on pense surtout vente sur Internet. Alors la digitalisation aujourd'hui, ça n'est pas que ça. C'est bien, ça va bien plus que ça, et je dirais encore plus généralement, les avancées technologiques, que ce soit en termes informatiques, en termes d'intelligence artificielle, en termes de digitalisation, font changer, y compris notre mode de consommation, mais font changer aussi la façon de travailler. Je prends par exemple McDonald's. Alors, même si vous êtes diététicien, je suis sûr qu'un jour, vous avez été chez un McDo, d'accord? Et que vous avez remarqué que depuis 2, 3 ans, le système a changé, d'accord? Et le numérique, l'informatique, la technologie a pénétré McDo pour révolutionner le mode. Et encore plus aujourd'hui. D'accord, encore plus aujourd'hui, mais voilà, on sait, voilà, la crise Covid a accentué tout ce phénomène avec des bonnes choses et des choses un peu moins bien. Mais aujourd'hui, chez McDo, vous n'allez plus faire votre commande à la caisse, faire la queue. Il y a des dizaines de bornes dans lesquelles vous commandez. C'est directement envoyé en cuisine avant même que vous ayez payé. Et ça fait gagner du temps pour la production de votre hamburger. Et qui dit gagne du temps, dit un flux plus important, une satisfaction client plus importante, un mode de travail différent. D'accord. Et tout ça, bien sûr, a pris un peu de temps. Au début, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. On ne se voit plus aller au McDo, aller au comptoir commander. D'accord. Sauf que quelques cas exceptionnels, mais grosso modo, on cherche une borne et puis hop, on fait notre commande sur la borne. Vous voyez que tout ce phénomène numérique, il concerne effectivement la consommation, mais il concerne aussi l'organisation des entreprises, leur mode de travail, leur mode de production, d'accord, qui aujourd'hui est obligé de prendre en compte cet avènement du numérique et cet avènement bientôt de l'intelligence artificielle. Je rebondis sur un autre pan de notre vie, d'accord, qui un jour aujourd'hui, il y a quelques réticences. Je parle de, alors peut-être certains connaissez-vous ce terme de justice prédictive. Ça parle à quelqu'un? Non. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que ce phénomène. Aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, on a eu un système d'ouverture des données de toutes les décisions judiciaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sites qui recensent tous les jugements qui ont pu être rendus par tous les tribunaux de France. Ce qui va permettre, a priori, ce qui va permettre, au vu d'un litige qui serait en cours, de savoir quelle serait la solution du tribunal. Et ça, sans avoir un juge en face de soi. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout simple, exprès simpliste, et effectivement, imaginons nous sommes en droit du travail. D'accord. La période d'essai, la période d'essai dans un contrat à durée indéterminée, est au maximum pour un employé de 2 mois. Donc je vous rappelle très brièvement que pendant cette période d'essai, les deux parties peuvent rompre le contrat sans avoir à justifier d'un motif. En dehors de cette période d'essai, la rupture du contrat doit être justifiée au moins quand elle est à l'initiative de l'employeur, donc quand c'est un licenciement. Un salarié s'est fait licencier au bout de 2 mois et 1 semaine, et
enfin le contrat pardon, a été rompu au bout de 2 mois et 1 semaine, d'accord, en alléguant qu'il était toujours dans la période d'essai. Or, il n'était plus dans la période d'essai. Clairement, ici, la rupture va être annulée, d'accord. Elle va être considérée comme un licenciement sans cause légitime, et donc le salarié va avoir droit à une indemnité. D'accord, c'est clair, ça ne fait de doute pour personne. Bon. Mais quelle indemnité? Quelle indemnité? Alors, il y a des calculs qui se font, hein, d'accord. Mais aujourd'hui, je vais rentrer mon litige sur un site. Le site va recenser toutes les décisions de justice qui sont rendues dans un litige qui a les mêmes caractéristiques que le mien, et va me dire, bah voilà, vous êtes sûr d'avoir autant. Bing. Si vous allez au tribunal, le juge va estimer à 99,99% que vous avez gagné et va estimer que votre préjudice est de 30 000 euros. Voilà. Bon. Et tout ça, grâce d'abord au traitement des données des décisions judiciaires qu'il y a derrière, et à une intelligence artificielle qui va reconnaître le type de litige et qui va ressortir et trier les données de façon à ce qu'on puisse me donner une décision sans même avoir été voir un juge. Ça, on l'imagine aujourd'hui, d'accord, en consultation. C'est-à-dire que moi, je suis avocat ou moi, je suis un particulier, j'ai un litige avec mon voisin qui a ses arbres trop hauts. Je me dis, bah, tiens, si je vais devant le tribunal, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, jamais un juge ne condamne à des dommages et intérêts, par exemple, quand les arbres sont trop hauts. Oh, bah, tiens, je ne vais pas aller au tribunal pour ça, alors, puisque je suis sûr de ne pas gagner de somme d'argent. Aujourd'hui, c'est ça. Enfin, ça peut être ça. Moi, je m'imagine que demain, on va dire, voilà, je rentre mon litige et je reçois un jugement, d'accord, qui sera basé sur l'antériorité des jugements qui ont pu être rendus avec les mêmes caractéristiques, sans qu'un juge n'ait vu mon dossier. Tout ça fait par une machine. C'est ce qu'on appelle la justice prédictive. Alors aujourd'hui, en France, il y a des expériences qui sont mises en place. D'accord. Il y a des entreprises, des legal tech, qui se sont emparées un petit peu du marché, qui travaillent dessus. Et on peut imaginer demain, d'accord, que des décisions soient prises par des machines au vu des éléments que vous présentez et au vu des décisions antérieures qui ont pu être prises avec les mêmes caractéristiques. Ce qui existe déjà à titre expérimental en Ukraine. D'accord. Et en Ukraine, on a commencé à mettre ce système en place pour des petits litiges, d'accord, en se disant, ben voilà, une personne a eu, je ne sais pas moi, tel préjudice corporel. Est-ce que, à cause de ça, blablabla, on remplit le tout. La machine travaille derrière, regarde les textes de loi, regarde la jurisprudence, regarde les décisions et vous donne la solution à votre litige. Alors, ça fait un peu peur, d'accord? Ça fait un peu peur parce qu'il y a, comme vous le savez tous, la disparition complète de l'aspect humain, d'accord? Il est pour moi aujourd'hui évident que pour un même litige, la sanction peut être différente en fonction de la nature de la personne, en fonction de la nature, et ça, la nature de la personne, la machine ne peut pas le ressentir. Donc je pense que ça peut être dangereux. Moi, je n'y suis pas du tout favorable, mais ça ne concerne bien sûr que mon opinion. On pourrait dire qu'il y a des avantages à ce système-là. Le premier avantage, c'est la rapidité de la décision. L'autre avantage, c'est aussi l'uniformité des décisions. D'accord. Ou encore, c'est de désengorger peut-être les tribunaux de litige où je me dis, ah ben non, c'est pas la peine de porter le litige devant un tribunal parce que je n'aurais pas raison. Bon. Voilà. Donc ça fait un petit peu peur, cette expansion. Vous voyez qu'ici, je vous ai trouvé un exemple qui voilà, nous pose vraiment question. Il y a d'autres, bien sûr, exemples. Je pense à cette Google là, qui, je vais dire, ah bah tiens, j'ai besoin de rasoir de carottes et de 3 litres de lait et 1 litre de coca. Est-ce que tu peux faire ma commande? Oui, monsieur, dans 15 minutes, vous pouvez passer au carrefour d'à côté et votre commande est prête. C'est génial. C'est génial. Je ne perds plus mon temps à aller dans les magasins parce que ça n'a aucun intérêt pour moi, etc. Mais c'est extraordinaire comme truc. Et puis de l'autre côté, voilà cette justice prédictive qui peut la dénuer de tout rapport humain
des choses importantes, c'est rendre justice. À titre juste de conclusion, et je voulais vous montrer deux sites internet, là qui vont vous concerner, et simplement pouvoir en discuter avec vous. Alors, hop, je vais faire ça. Donc, au hasard, hein, bien sûr, j'ai pris le hasard, je ne connais pas du tout ces personnes. Je n'ai aucun, bien sûr, intérêt personnel pour ces deux diététiciennes qui ont fait un site internet. Alors, hop, 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 je vais vous remettre tout ça. Hop, hop, hop. Alors, il y avait ça. Hop, on va revenir aux pages d'accueil. On va commencer par Claire Lambollet qui se trouve à Lyon, une diététicienne. J'espère qu'elle n'est pas prof. Elle n'est pas prof chez vous. Première remarque que moi je ferai sur son site internet, je n'ai rien concernant la politique des cookies. Non, pas de souci, pas prof chez vous, ouf. Ouf, ouf, ouf. Je n'ai rien concernant la politique des cookies. Première remarque que j'aurais à faire sur son site internet. Je ne sais pas, peut-être le site dépose des cookies, j'en sais rien. Deuxième chose, je n'ai a priori, donc je vérifie quand même, rien concernant. Je vérifie bien, oui, 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 non. Rien concernant. Vous savez, vous avez toujours l'obligation sur un site internet d'indiquer je perds mon mot. Je perds mon mot. Est-ce qu'elle l'a fait? Tac, tac, tac. Il est où? Voilà les. Ah, zut. Les mentions légales. Voilà. Et ben, les mentions légales, tout site internet, on doit savoir qui a fait le site internet, d'accord? Et vous êtes obligé d'avoir des mentions légales. Chose que je ne vois pas sur ce site-là. Point positif, vous voyez, hop, tout de suite, je peux prendre rendez-vous. Ce qui est plutôt pas mal pour moi, parce que obligatoirement, moi, je dois consulter une diététicienne, d'accord? Voilà, ça fait 2 ans, enfin 1 an maintenant qu'on est en Covid, je fais plus de sport, j'ai pris 10 kilos, j'ai une activité physique, avant j'avais une activité physique soutenue, aujourd'hui je ne peux plus, et j'aimerais pouvoir avoir un régime adapté à ma situation. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai vu un copain qui m'a dit ah, bah, tu devrais aller voir une diététicienne, ça peut être sympa. Ah, bah, je vais sur Internet, d'accord? Alors j'ai remarqué tout à l'heure quelque chose ici. Aujourd'hui, possibilité de consultation en téléconsultation. Donc on voit que voilà, on a quelque chose, quelqu'un qui s'est adapté complètement, d'accord? Puisque les rendez-vous peuvent être pris soit sur Doctolib, je pense que c'est l'incontournable des rendez-vous pour les cabinets médicaux et paramédicaux, mais on voit aussi que voilà, on s'est adapté tout de suite vidéo. Alors bon, après, on a la présentation de qui suis-je, voilà, diététicienne diplômée en micronutrition. Bon, chose, je vérifie quelque chose, mais d'accord, rendez-vous. Qu'est-ce que vous devez inscrire normalement si si vous vous dites diététicienne? L'année prochaine, vous allez être diététicienne, qu'est-ce que vous devez mettre absolument en avant? Voilà, votre numéro ADELI, et je ne le vois pas là. Qui me dit que c'est une vraie diététicienne? Diplôme, numéro ADELI, je vois rien du tout. Peut-être je vais revenir dans le qui suis-je. Est-ce que. On voit effectivement qu'il y a énormément de formations qui ont été faites ici, mon réseau, les associations. Mais je ne vois pas.
mon BTS diététique, donc a priori pas de souci, mais je vois pas de numéro ADELI. Il faut demander un numéro ADELI. Deuxième site que je voulais vous montrer. Ouais, ouais, pas mal de formations, hein. Micro, formation continue aux troubles du comportement, les TCA, formation diabète, formation obésité de l'enfant, formation micronutrition, diététique et pathologie des systèmes nerveux, ouais. A priori, conférencière rédactrice, ça a l'air plutôt pas mal, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait le numéro ADELI et j'aurais bien voulu aussi qu'il y ait les mentions obligatoires sur le site. Alors, autre site que je voulais juste vous montrer avant de vous libérer. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Donc voilà, bah, j'ai pris une Lilloise, hein, comme je suis de Lille. Toujours la possibilité de prendre rendez-vous, ce qui est plutôt pas mal. D'accord. Bon, on a un site. Et là, vous voyez sur le bas, hein, numéro ADELI, numéro de SIRET. Voilà. Alors, j'y connais rien moi en diététicienne, hein, mais voilà, ça me rassure un petit peu. Par contre, je vois toujours pas de mention légale. Tac, tac, tac. Ils ont un problème avec les mentions légales des diététiciennes parce que. Alors, j'avais vu aussi que. Ah non, c'était dans les consultations sur les tarifs. Voilà, oui, non, voilà, j'avais vu là aussi. Voilà, rendez-vous en visio. Encore une fois, adaptation par rapport au contexte actuel. Possibilité d'avoir un rendez-vous en visio. Les consultations. Donc, là, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une réelle nécessité pour une diététicienne, hein, ou pratiquement pour tous les corps de métier, d'avoir de la visibilité sur Internet. Ça doit passer obligatoirement souvent par un site Internet. Pareil, hein, j'ai rien du tout sur la politique des cookies, hein, sur la politique du RGPD. Là, clairement, on n'est pas dans l'illégalité, on va pas, c'est pas Google, hein, mais si, voilà, formulaire de contact, si je rentre mes données ici, on fait quoi de mes données? C'est quoi la politique du RGPD là, par rapport à ça? Il n'y a rien. Je ne suis pas informé de ce que vont devenir mes données. Quelle est votre demande? Donc, soyez précis. Donc, je vais indiquer des choses relativement personnelles. Je mets mon adresse mail, je mets mon numéro de portable et on fait quoi de toutes ces données? Là, tout ça, c'est pas très légal. D'accord. Alors, c'est pas répréhensible parce qu'à son niveau de cette jeune diététicienne, voilà, on imagine bien que les données. Mais aujourd'hui, ça, c'est répréhensible. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur tout cet environnement numérique? On a eu voilà, des échanges relativement intéressants par rapport à tout ça. Des questions par rapport à ça avant que je vous libère et que je vous laisse partir en Euh, week-end? Si, en fait, je me posais une question. Quand justement, les patients qui ont fini leur prise en charge avec une diététicienne, donc la diététicienne doit supprimer toutes les données personnelles du patient, une fois que la prise en charge est terminée, ou comment ça se passe? Y a-t-il un intérêt à les garder? C'est la Bah, question. si on veut recontacter le patient quelques mois après pour savoir si, ben, comment il s'en est sorti. Pour moi, il n'y a pas d'obligation d'effacement. Voilà, il y aurait une obligation d'effacement si effectivement, d'abord si vous le demandez, première chose. Là, si vous le D'accord, demandez, c'est voilà, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais vous devez pouvoir justifier de l'intérêt de conserver les données. L'intérêt, il est facile. Demain, le patient, il peut revenir. Je peux avoir. Il est parti, il mesurait 1,80 m, il pesait 80 kilos. Il revient, il mesure toujours 1,80 m, mais il pèse, je ne sais pas moi, 60 kilos ou 100 kilos. Donc il y a un réel intérêt à garder ces données. Il n'y a aucun souci pour moi. d'accord, D'accord. d'accord, très bien. Voilà. Merci.
Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis bon Bon week-end. week-end, merci À beaucoup. la semaine prochaine. Ciao à tous.